Alors moi je m'appelle Angela, femme de Tanguy de Bangui. Nous sommes mariés depuis 11 ans, 15 ans ensemble et nous avons 3 enfants. Et puis je suis infirmière de base et je travaille en crèche depuis 2 ans maintenant. Super. Donc enchanté, bonjour, je m'appelle Tanguy, Tanguy de Bangui sur les réseaux. Je suis le fondateur de Black Network, un réseau de solidarité et d'affaires pour le développement des Africains et des Afrodescendants et son insertion professionnelle. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Tanguy et Angela d'être venus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme vous l'avez pu entendre, cette chaîne a pour but d'être une plateforme sur laquelle on va pouvoir parler essentiellement et exclusivement de l'enfant noir et l'enfant afrodescendant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Grandir avec son enfant. Cette chaîne YouTube parle des enfants, mais en particulier de l'enfant afrodescendant et afro. Nous parlerons ici de ses besoins, de ses particularités en nous appuyant sur la pyramide des besoins selon le psychologue Abraham Maslow. Nous recevrons des professionnels de l'enfance, des entrepreneurs, des parents, mais pas seulement, des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes et pourquoi pas aussi des enfants. C'est l'occasion ici de pouvoir échanger des idées, de partager ensemble des réflexions et de recevoir des informations professionnelles pour mieux grandir avec nos enfants. La plupart d'entre nous avons grandi ici ou sommes nés ici et nous avons parfois une certaine dualité. L'idée ici n'est pas du tout de mettre de côté notre origine ou encore notre tradition, mais de trouver un équilibre entre les deux, un juste milieu pour accompagner nos enfants à être beaucoup plus performants. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Aurélie. Alors comme je vous disais, aujourd'hui nous allons donc recevoir 3 invités, mais nous allons d'abord écouter nos 2 premiers invités. Le thème du jour est « Comment lutter contre l'échec scolaire dans la communauté noire ?» Y a-t-il des facteurs de réussite? Et pour échanger de ce sujet, nous allons donc recevoir aujourd'hui Tanguy de Bangui, qui est donc le cofondateur de Black Networking, qui m'a fait l'honneur de venir avec madame. Je vous écoute. Bonjour. Honneur aux dames. Alors moi je m'appelle Angela, femme de Tanguy de Bangui. Nous sommes mariés depuis 11 ans, 15 ans ensemble et nous avons 3 enfants. Et puis je suis infirmière de base et je travaille en crèche depuis 2 ans maintenant. Super. Donc enchanté, bonjour, je m'appelle Tanguy, Tanguy de Bangui sur les réseaux. Je suis le fondateur de Black Network, un réseau de solidarité et d'affaires pour le développement des Africains et des Afrodescendants et son insertion professionnelle. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Tanguy et Angela d'être venus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme vous l'avez pu entendre, cette chaîne a pour but d'être une plateforme sur laquelle on va pouvoir parler essentiellement et exclusivement de l'enfant noir et l'enfant afrodescendant. Parce que nous voyons comment la communauté va et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à rectifier. Il y a peut-être un tir à rectifier. Et nous voulons proposer des choses, remettre en question certaines idées. Alors peut-être qu'il y aura des sujets qui vont fâcher, peut-être des sujets qui vont moins fâcher, mais c'est aussi dans la remise en question qu'on pourrait mieux avancer. Alors, qu'est-ce que vous pensez du coup de notre sujet autour de la réussite scolaire et des facteurs de réussite? Quand vous avez reçu ce thème, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Vous en avez pensé quoi? Comment lutter contre l'échec scolaire dans la communauté noire? Y a-t-il des facteurs de réussite? Moi je parle beaucoup, donc je préfère d'abord lui laisser la parole. Merci. Parce que sinon... Non, il dit toujours ça, mais non, bon. C'est une excuse. Quand j'ai vu le thème, je dis c'est un très bon thème. On n'évoque pas assez souvent ce thème-là. Et surtout, on ne se questionne pas assez souvent sur ce thème-là. Donc je me suis dit, ah ouais, costaud. Costaud. Et puis surtout, la première chose que je me suis dit, c'est mais pourquoi nous? Ah, pourquoi vous? Pourquoi nous, c'est ça. Et puis non, je pense que oui, c'est important d'en parler, de donner un peu nous notre expérience, déjà en tant qu'enfants qui avons grandi ici, nés en Afrique mais qui avons grandi ici, et puis aussi nos enfants aussi qui en tant que parents qui aussi bénéficient un peu de tout ça. Qu'est-ce que ça t'a évoqué toi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu t'es senti comment? Mais j'étais content parce que c'est des sujets qui sont importants et qui sont même fondamentaux. On en parlait un peu en off. Je te disais que notre génération, bon, moi j'ai la quarantaine presque, et je pense que il nous reste plus beaucoup de temps en réalité. On a déjà fait une grosse partie. Oui, mais on a déjà fait une grosse partie de notre vie. Et si on veut penser le futur, on doit passer par nos enfants. Et je suis pas de ceux qui pensent que l'école n'est pas importante. Parce qu'il y a un mouvement un peu dans le milieu entrepreneurial
qui dit qu'on n'a pas besoin de l'école pour réussir, tout ça. Ils disent que Mark Zuckerberg a arrêté l'école tôt, alors qu'en fait, il a arrêté Harvard. Il n'a pas arrêté l'école primaire ou autre. Donc, je crois beaucoup à l'école. Je pense que dans mon histoire personnelle, si mon père n'avait pas étudié, eh bien, tout simplement, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et lui n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Et notre famille, globalement, les personnes qui soutiennent sur le continent, n'en seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, l'école est fondamentale. Et poser cette question, pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Alors, Angela, tu as dit, excuse-moi, non, vas-y, pardon. Tu as dit, du coup, pourquoi vous? En fait, pour moi, Black Network, en fait, il répond à cette question. C'est un réseau qui permet de réunir plusieurs afrodescendants pour quelque part s'aider mutuellement après à côté. Donc je me suis dit que la réussite, la scolarité pourrait peut-être conduire par la suite à emmener ces jeunes-là justement vers Black Network pour un stage, pour une offre d'emploi, etc., etc. Parce que on a souvent tendance à se dire j'ai galéré pour trouver, tu vas te galérer pour trouver. Or qu'il y a ceux qu'on appelle des bien-nés, dont les parents les contactent, et le réseau est important. Exactement. Ok, alors du coup on va rentrer dans le vif de notre sujet. Quand on parle du coup de lutter contre l'échec scolaire, vous avez une expérience, peut-être vous, peut-être des membres de votre famille, des enfants, parce que actuellement, alors on ne le dit pas beaucoup, mais les jeunes filles afro réussissent très bien souvent à l'école. Mais du coup on a j'ai presque envie de dire l'opposé qui va être au niveau des garçons. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison finalement? Pourquoi est-ce que les jeunes filles réussissent mieux que les garçons à l'école, afro? Parce qu'on parle des afro-descendants. Une réponse? Tu peux parler. Ça, c'est toi qui commencera toujours. Non, à part si tu as une réponse. Moi, juste comme ça, je pense que c'est peut-être l'éducation qui fait que souvent, en tant que femme africaine, fille africaine, on est souvent, bah voilà, tu restes à la maison, tu travailles, voilà, elle va moins sortir que le garçon. Ça va être, voilà, la femme va être à la maison, elle va gérer, tu dois faire à manger, tu dois faire ceci, donc elle sera plus avec les parents qu'autre chose. Tandis que les hommes, les garçons, ça va être plus, bon sors, va acheter ci, va acheter ça, va faire les choses extérieures. Et du coup, il aura plus envie d'aller voir un peu ailleurs, d'aller voir autre chose, comme ils disent, de voir la vie, laisse-moi faire ma vie. Et la fille ne doit pas faire sa vie. Donc pour moi, je trouve que c'est un petit point en fait. Par rapport à l'éducation, on sépare énormément garçons et filles. Ouais. Donc selon toi, ça pourrait être un facteur. Ça peut être un facteur qui favorise l'échec du coup du côté des garçons. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tandy, en tant qu'homme? Ouais. Et l'échec des garçons, en fait, c'est notre force qui fait notre faiblesse aussi dans notre éducation. Parce que justement, comme Angèle a bien dit, nous on est encouragés à sortir et à tenter des choses, tu vois, et avoir une vie un peu aventurière. Et quand tu vas à l'aventure, bah, le bon côté c'est que tu testes des choses, mais donc tu peux aussi rater et aller, tu vois, aller dans les bagarres, aller dans la vie un peu tumultueuse que nous on a, surtout nous qui avons grandi en quartier. Et ça peut avoir des mauvaises conséquences. Mais c'est aussi ça qui nous aide aujourd'hui. Moi, le fait que plus jeune, j'ai été amené à beaucoup sortir, à beaucoup parler avec des gens, à aller chercher, à avoir la grinta dans ma vie de dehors. Mais ça fait qu'aujourd'hui, dans le développement de mon business et autres, j'ai ce truc-là. Ça m'aide aussi. Alors que les filles, comme Angèle a dit, tu vois qu'elles sont plus appliquées, plus sérieuses, plus carrées. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les femmes à cause de ça. Mais je me rends compte aussi que ça fait qu'on a beaucoup de femmes qui sont moins intrépides. Or, dans le business et même dans la carrière professionnelle, parfois, il faut savoir bousculer, être intrépide, ne pas avoir ce syndrome de l'enfant parfait, ou plutôt du bon élève qui fait les choses bien carrées, et que si elles ne sont pas bien carrées, elle ne les fait pas. Et c'est ça que je vois. Je dis toujours aux filles de mon entourage, je leur dis, si j'avais le tiers de vos compétences, je serais loin. Mais j'ai pas vos compétences, j'ai juste l'audace que vous n'avez pas. Et ça, donc, c'est ce qui fait que c'est assez partagé, quoi. Et l'audace, ça peut t'aider à faire des bêtises, mais ça peut aussi t'aider à te développer derrière, quoi. Alors, quand tu parles de cette caractéristique d'être audacieux dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que l'entrepreneuriat est souvent fait pour les hommes, en fait. Ça fait beaucoup appel à une certaine capacité qui est plus l'énergie masculine que l'énergie féminine. Mais du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que dans l'entrepreneuriat, on va pousser les femmes à développer cette énergie masculine, que normalement les garçons sont censés développer. Est-ce que du coup là-dedans, il n'y a pas finalement un... Est-ce que les femmes sont finalement à leur place là-dedans?
Mais ça, après, c'est... Je te laisse quand tu dis que l'audace est une énergie masculine, je sais pas si c'est vrai. Je dis pas que ça l'est pas ou pas, je sais pas du tout. Franchement, je comprends ce que tu dis et c'est possible. Pour moi, c'est plus de l'éducation, comme l'a dit Angela, c'est le résultat d'une éducation. Est-ce que c'est intrinsèque? Je sais pas. Mais c'est un fait, tu vois. Et ce qui fait que les femmes, c'est des bons soldats. Quand je dis toujours Angela, c'est un soldat. C'est un soldat, elle va aller, et quand elle a un truc à faire, elle va le faire, et elle va le faire bien, elle va être appliquée, tu vois. Elle est exécutante au max, vraiment c'est la meilleure exécutante. Alors que moi, je suis très mauvais exécutant, mais par contre, chercher des idées, réfléchir, pousser, aller voir, par exemple si demain il y a Obama dans la rue, je peux aller le voir. Alors que je suis sûr qu'elle, elle hésitera plus, tu vois, elle va dire, oh ouais, je sais pas. Alors que moi je vais dire, mais tranquille, il est comme moi, il a 2 pieds, 2 jambes, je vais aller le voir. Donc c'est cette chose-là. Est-ce que les femmes ont leur place? Oui, mais peut-être sur un autre style d'entrepreneuriat compte tenu de leur manière de fonctionner. Et peut-être seront des meilleurs CEO que des meilleurs entrepreneurs, tu vois. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir exécuter la boîte, elles vont pouvoir être plus opérationnelles que nous, mais nous, on aura ce truc-là qui manquera à certaines, en termes de vision, en termes de disruption aussi, tu vois. Donc, les deux peuvent entreprendre, je pense, mais peut-être dans des secteurs différents et de manière différente. D'accord. Bon, alors du coup, j'avais un petit peu dévié, mais pour revenir du coup à nos moutons, est-ce que finalement c'est bénéfique alors d'éduquer les filles et les garçons d'une manière tellement différente, tellement opposée? Parce que finalement, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ça porte un peu préjudice aux garçons. Est-ce que c'est finalement bénéfique aussi pour les filles de porter autant de choses ou trop de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que est-ce que ça ne fait pas partie de ces facteurs d'échec qu'on voit dans la communauté? Oui. Alors moi, je pense que c'est en fonction de la personne de l'enfant. D'accord. Pour moi, c'est toujours comme ça. Pour ton éducation, il faut d'abord connaître ton enfant pour pouvoir cibler. Bien sûr, il y a les bases, une discipline générale, il n'y a pas de souci. Pour moi, comme je dis souvent à notre fils, tu dois savoir préparer ce repas. Parce que demain, quand tu vas être tout seul, même s'il y a ta femme, tu dois savoir le faire. Rosie, la même chose, les filles, même si on dit souvent, voilà, c'est l'homme qui doit, je sais pas, monter un meuble, tu es capable de le faire. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça, c'est la base. Après, en fonction de la personnalité de l'enfant, il y a des choses que je vais plus axer sur elle que sur lui, ou sur lui que sur elle. Tout va dépendre de l'enfant. Et pour moi, je pense que c'est ça l'éducation. C'est, tu vas éduquer l'enfant, tu vas l'élever en fonction de ce qu'il est, de ses dons, de ses capacités, de ses faiblesses. Et donc du coup, il y a des choses que ma fille, j'étais énormément axée sur elle. Mon fils, pas du tout, parce qu'il n'en avait pas besoin. Donc pour moi, c'est ça. Par rapport à leurs personnalités qui sont complètement différentes. Exactement. Très intéressant. Et toi, Tanguy, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Finalement, d'élever les garçons d'une manière aussi extrêmement différente. Du coup, c'est pas ce que vous avez fait avec vos enfants, finalement, vous deux. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça reste quelque chose qui reste assez flagrant dans la communauté. On a encore ce type d'éducation où les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si on aimerait, la vérité c'est ça, c'est qu'on aimerait éduquer les enfants de la même manière. On voudrait, ce dont je t'ai parlé sur le fait que je trouve que les filles ont moins d'audace, ont moins ceci, moins cela sur certaines choses, j'aimerais corriger ce trait-là chez mes filles, chez mes petites sœurs, j'ai 4 petites sœurs aussi. Donc j'aimerais, mais la vérité c'est que c'est des choses qui sont ancrées dans notre manière de fonctionner. À 8 ans, là, nos deux premiers, ils ont 2 années d'écart. Et il y a des choses que mon fils faisait à 8 ans que je ne laisse pas faire à ma fille. Parce que, par exemple, à sortir, aller faire des courses toute seule, j'aurais plus de difficultés parce que je ne suis plus protecteur. Je sais pas si c'est fondé ou c'est pas fondé, mais c'est ancré tellement dans l'esprit que je peux pas le changer. Il est comme ça avec sa fille, parce que pour moi, elle peut, des fois je dis vas-y, parce que il a tellement peur et elle me dit mais pourquoi? Et elle est capable, elle est en capacité de faire ce genre de choses, que lui va lui laisser des choses que je dis mais tu te rends compte que tu n'oses même pas aller chez l'épicier juste en bas et elle fait ça. En fait, c'est vraiment, on voit la peur qui est là parce que c'est ancré en nous. Mais quand j'observe, je dis mais non, mais elle est capable de le faire, laisse-la. Parce que si demain tu la laisses pas faire ça, demain elle va faire comment? Pour d'autres choses. C'est ça. Donc on aimerait, mais c'est difficile parce que c'est notre paradigme profond quand même. Donc est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, notre culture peut à ce moment-là faire partie de notre manière d'éduquer nos enfants? Le fait que justement on éduque nos enfants, des garçons comme ça, les filles comme ça? Dites-moi plus. Dites-moi plus. Non mais je vois secouer la tête. Oui, parce qu'on est le produit de nos cultures. Exactement. Tu vois, parce que la culture en fait c'est quoi?
c'est le paradigme qu'on a et qui fait qu'on considère que ça c'est comme ça et ça c'est pas comme ça. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et bon, pourquoi je voulais épouser une femme centrafricaine? Parce que je me disais, on va se comprendre. Quand nous deux, on va dire à un enfant, c'est comme ça, bah, elle et moi, on est relativement d'accord sur ce que c'est qu'être famille, par exemple. Si je te dis que je suis famille, notre poisson rouge ne fait pas partie de notre famille. Alors que tu as des familles où ils vont dire, le chien, le chat fait partie de la famille, tu vois. Et c'est ça que je voulais. Donc, notre culture impact énormément sur notre manière d'éduquer les enfants. Après, et je pense que ça fait partie du sujet, on est venu ici, nous deux on est nés au pays, mais on est venu très petits, tous les deux. Elle a 4 ans, moi à moins de 2 ans. Donc on a fait une grosse partie de notre vie ici, exactement, tout l'essentiel de notre vie ici. Ce qui fait qu'on a cette tradition africaine, mais on va pas se mentir sur le fait qu'elle est largement teintée, largement infusée de la culture française. Et donc dans cette ambivalence-là, on essaie de trouver un équilibre pour éduquer nos enfants, de telle sorte qu'on essaie d'identifier ce qui a été problématique pour nous dans notre culture africaine, et on va identifier aussi ce qui a été positif, parce que moi je crois beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont positives, exactement, et sans pour en parler. Exactement. Mais tu vois, par exemple, sur l'éducation des enfants, alors aujourd'hui, j'ai quitté le monde du salariat, je suis à full sur mon activité, mais j'ai travaillé pendant 10 ans. Et pendant 10 ans dans un milieu quand même assez élevé, tu vois, en termes de classe sociale. Et donc, tu peux nous dire, parce que je pense que c'est important. D'accord. C'est l'identification aussi. Non, je comprends, effectivement. Donc moi j'étais juriste avant, et j'ai travaillé auprès de magistrats, avec aussi dans un univers juridique, des cellules juridiques. Donc souvent c'est des familles qui sont privilégiées quand même. Et j'aimais bien, je suis content d'avoir eu cette partie-là de ma vie, parce que ça m'a permis de voir comment les Occidentaux, et pour dire simplement si on devait dire les Blancs, tu vois, en tout cas les Caucasiens, comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce qu'ils font, eux qui sont là depuis des générations et des générations. Parce que nous, on parle de nos difficultés, des difficultés de notre génération, enfin de notre communauté, mais on est en France depuis combien de temps? C'est ça. Tu vois? Depuis que les années... deux ou 3 générations. Exactement. 5 générations. C'est assez rare. Je pense que les Algériens sont arrivés en premier. Après Sénégal, Mali, nous, l'Afrique centrale, c'est nous et nos parents, tu vois. Voilà, donc forcément, on ne maîtrise pas le système comme le maîtrisent ceux qui sont là, c'est leur pays, quoi, tu vois. Ils sont là depuis. Donc les voir, ça m'a permis de me dire, bon, bah voilà comment eux font et qu'est-ce que nous, on peut faire. Une chose qui est très simple, par exemple, c'est le fait d'être parent d'élève. Moi, depuis que mon fils, l'aîné, est rentré à l'école, j'ai toujours été parent d'élève. Tu vois, pourquoi? Il y en a encore très peu, mais c'est très bien. Il y en a très peu, et justement, mais pourquoi je l'ai fait? Parce que je voyais mes collègues, justement, et eux, ils sont tous parents d'élèves. Tous impliqués à l'école de leurs enfants. Et ils m'expliquaient que les enfants de parents d'élèves réussissent mieux. C'est pas parce que le parent est parent d'élève et qu'il a un gène, non. C'est parce que le parent est dans l'école, il sait comment l'école fonctionne, l'enfant ne peut pas lui dire n'importe quoi, tu vois. Le parent, s'il est parent d'élève, c'est qu'il a à cœur aussi de prendre en charge l'éducation de l'enfant et d'accompagner l'enfant. Et comme il est au contact des parents, il est au contact des professeurs, il est au contact de l'éducation, mais il a des informations sur comment faire en sorte que l'enfant se développe bien. Et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est voir un peu comment les autres fonctionnent et voir ce qu'ils font de bien pour pouvoir aussi le mettre dans l'éducation de nos enfants. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est fondamental. Parce que nous, on a notre culture, certes, elle est importante, mais comme on ne connaît pas tout, malheureusement, on vient d'arriver, il faut le dire, bah forcément, il faut qu'on s'imprègne du fonctionnement et de ce que les autres font de bien pour la réussite de nos enfants. Waouh, bah écoute, moi j'adore ce que déjà vous partagez tous les deux. Et ce que Tanguy, tu viens de dire est extrêmement important. Parce que je pense que pendant trop longtemps, on est justement resté fermé. On ne s'est pas ouvert, on ne s'est pas mélangé, on n'est pas parti vers les autres. Il y a d'autres communautés qui ont fait ça. Hein. Les Asiatiques, la différence, c'est qu'ils se sont préparés en amont. Même s'ils ne se sont pas mélangés dès le départ, ils sont restés en amont. Sauf que après, finalement, quasiment les mêmes années de génération ici, le fruit qui sort à la fin n'est pas du tout le même. Tu as parlé d'être parent d'élèves. Actuellement, on a encore très peu de parents africains qui sont parents d'élèves, qui sont impliqués. Et c'est très vrai, ça permet de veiller à la réussite de ton enfant, mais bien au-delà de là, ça permet de veiller même en fait à sa protection. Parce qu'il y a plein de choses qui font que quand tu n'es pas à côté, tu ne sais pas comment on traite ton enfant. Exactement. Tu as dit quelque chose de très vrai, c'est qu'on n'est pas natif de ce pays, on n'a pas bâti ce pays. En ne l'ayant pas bâti, et donc important de nous dire,
je m'arrête un petit peu, j'écoute ce que le natif du pays fait et ensuite je fais. Exactement. Actuellement, on va parler du coup de cette Black Excellence qui est en train de se lever. On a des personnes qui nous parlent de l'immobilier. Et on a déjà des personnes ici, africains, qui ont à un moment donné été propriétaires et qui ont perdu. Parce qu'en réalité, en France, la maison ne t'appartiendra jamais, avec les taxes que tu as payées. Mais si tu ne connais pas les techniques, finalement, tu luttes contre le vent, en fait, au final. Exactement. Et en faisant ce que tu as fait, c'est m'asseoir, c'est j'écoute les natifs de ce pays, et bien, je rectifie mon tir, finalement, pour apporter à mes enfants. Exactement. Bah écoutez, c'est très bien. Alors, moi, toujours en parlant justement, en fait, de l'échec, parce que soyons quand même honnêtes envers nous-mêmes, il suffit de taper sur Google et on verra que les enfants justement de type africain sont encore un peu trop dans l'échec. Comment est-ce que ça se passe à la maison? Est-ce que finalement la manière d'être aussi à la maison n'a pas aussi un rapport et cela ne fait pas aussi de ça aussi un facteur d'échec? Et du coup, quels pourraient être les facteurs de réussite qu'on pourrait mettre en avant? Peut-être qu'on a déjà des facteurs de réussite, mais du coup, où sont les fruits de cette réussite? Quand je parle par exemple de la maison, je veux par exemple mettre en avant quand l'enfant revient de l'école. Est-ce qu'on a cette culture à lui dire écoute, à tout de suite faire tes devoirs, ou est-ce qu'on l'aide? Qu'est-ce qu'on met en place finalement pour l'accompagner? C'est un peu là où je vais aller dans cette question. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, nous, savoir qu'on est depuis 8 ans maintenant, on n'a plus de télé à la maison, c'est un choix. Ah, c'est intéressant. C'est Tanguy qui a mis ça en place. Je le dis parce que c'est non, justement, comme il a dit, il a vu beaucoup de choses voilà, dans son secteur où il a travaillé. Et au début, c'était vraiment compliqué pour moi, je veux le dire. C'était compliqué, on nous a insultés, ça je comprenais pas. Mais aujourd'hui, je dis merci. Parce que en fait, les enfants, quand ils rentrent de la maison, c'est la première chose qu'ils disent, c'est de nous raconter leur journée. Génial. Tout de suite, ils nous racontent leur journée. Donc voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, et en nous racontant leur journée, ils nous racontent un peu leurs échecs. D'accord. Donc je me rappellerai toujours d'Elika, on a dû changer d'école parce qu'on a déménagé. Et il disait, maman, c'est compliqué parce que j'ai pas d'amis, les autres copains, voilà, ils me tapent, et voilà, et moi, mon cœur de mère, c'est limite, attends, tu vas voir, on va voir ce qu'elle va faire. Et Tanguy m'a toujours dit, laisse faire. Tu sais, maintenant c'est à toi de l'accompagner, laisse faire. Et du coup, j'ai commencé à lui créer un mental en lui disant, mais même si t'as pas d'amis, alors tu peux te jouer tout seul en fait. C'est pas parce qu'ils veulent pas jouer avec toi que tu n'es rien. Par contre, on ne lève pas la main sur toi. Tu leur fais comprendre qu'on ne lève pas la main sur toi. Parce que tu as la capacité de pouvoir aussi répondre. Et s'ils répondent, ils vont avoir mal. Mais l'intelligence aussi de lui montrer, hey, je peux utiliser mes points, mais il faut pas que j'utilise. Et en fait, en travaillant là-dessus, en étant avec lui, Elika commence à savoir, en fait non, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de puissant. Et surtout, il se posait la question, mais vous, comment vous avez fait? Parce qu'on a traversé ça nous aussi quand on était en France. Donc en donnant notre exemple, il s'est dit, ah mais maman, t'as fait ça, donc papa t'as fait ça, mais comment t'as réagi? Et il s'est rendu compte qu'on avait le même combat. Et que ça soit même pour la scolarité, la même chose. C'est maman, j'y arrive pas, et je lui ai toujours dit, en fait, en tant qu'être humain, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. La seule solution, la solution elle est en toi, c'est juste, est-ce que tu es suffisamment patient pour découvrir la solution? Et le but c'est ça, c'est d'être patient pour trouver la solution en toi et d'y arriver. Donc si demain tu vas être président de la République, tu y arriveras. Si demain tu vas être je sais pas quoi, tu y arriveras. Tout dépend de toi. Et en fait, en leur donnant ce mindset, Elika, tu nous montres clairement, ça oui, je peux le faire. Et les gens le prennent, mais t'es orgueilleux, il te dit non, je suis pas orgueilleux. C'est que si aujourd'hui je décide de m'asseoir et de réfléchir et y arriver, je vais y arriver. Et puis en plus, il est capable de montrer tous les modèles de la communauté. Je sais que quand je discutais avec une de ses maîtresses qui est algérienne, je crois, elle me disait, mais votre fils, il m'a donné envie de connaître ma communauté. Parce qu'il est arrivé à l'école. Et parce que Tanguy aussi, ils étaient dans une école africaine, il y a aussi beaucoup de choses qui lui montrent. Et donc quand elle lui dit, cette poésie vient d'un tel. Non, en vrai, elle vient de Aesop, qui est un Africain, qui s'agit cela, mais et elle est restée comme ça, et elle savait pas quoi dire. Mais ça lui a donné en fait envie d'aller chercher sa propre communauté, de savoir où elle est. Et elle me dit, je sais que votre fils a envie de devenir président, mais moi je vote pour lui, parce qu'il m'a donné envie d'aller chercher ma propre communauté. Et là, je suis restée, j'ai dit, attends, on a réussi. On a réussi parce que ça va l'accompagner. Et il n'a pas à aucun moment dénigré, elle a dit, il n'est pas venu faire, on est nul, mais il a juste permis d'ouvrir et de savoir qui on était. Et à chaque fois, dans sa classe où il est, les gens ont envie d'aller voir l'Afrique c'est quoi. Et en fait, il y a des modèles extraordinaires. Et pour moi, je pense que ça vient de là. L'échec, en fait, c'est ton intimité avec ton enfant.
Qu'est-ce que tu lui apprends? Quel modèle tu lui donnes? Toi-même, qu'est-ce que tu peux lui donner qui sort de toi pour que demain, bah, en fait, il soit fier de lui et se dire non, je peux pas, en fait, déjà, le mot échec, je veux pas qu'il ait, parce que c'est pas des échecs, c'est des réussites. Et se dire, même si je tombe, comment je fais pour me relever? Parce que c'est pas le fait de tomber, alors tu as tombé. C'est pas grave. Mais maintenant, c'est comment tu fais pour te relever. Donc, pour moi, c'est ça. Wow. C'est comme ça qu'on fait. Quelle histoire. Mais quelle histoire magnifique. Alors, juste avant de donner la parole à Tanguy, bah c'est magnifique parce qu'en réalité un enfant c'est une personne qui découvre la vie au fur et à mesure et quand il rentre à l'école et qu'il a cette histoire là que vous avez une solution, il se dit mais attends mais waouh, effectivement comment est-ce qu'il aura appris après peut-être plusieurs années et là vous lui avez donné de l'avance et c'est magnifique de voir que en instaurant ça et ben en fait ça a apporté quelque chose et c'est très beau parce que je pense que Tanguy a dû le voir, mais les familles riches, effectivement, n'ont pas de télé, ils ont des bibliothèques. Ils enseignent à leurs enfants l'esprit critique, ils enseignent... Exactement. Je crois que quand on voit des personnes comme les Warren Buffett ou encore Bill Gates, c'est pas des gens qui ont des télés chez eux. Et c'est vrai que d'avoir mis ça en place, mais c'est juste magnifique. La télé, c'est limite un membre de la famille supplémentaire. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On discute plus avec notre télé ou nos écrans qu'avec nos propres enfants. Et du coup, bah, on rate beaucoup de choses dans leur vie. Et moi, déjà, mon travail de gauche à droite, et le peu de temps qu'on passe ensemble, bah, je dois savoir, ma fille, si demain la maîtresse, elle veut mentir sur ma fille, je peux lui dire, vous faites, oui, d'accord, non, il n'est pas comme ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de, ah non, votre fils est comme ça, je leur dis, ça m'étonnerait, mon fils n'est pas comme ça. Et dire, ah oui, ça, oui, il est comme ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça aussi, connaître ses enfants pour pas qu'ils aillent de gauche à droite et aussi qu'ils aient confiance en nous en disant, moi, je peux me cacher derrière mes parents parce qu'ils ont confiance en moi, je vais pas les chercher dehors. Ou essayer de copier la mère qui est là-bas ou le père qui est là-bas parce que mes parents me suffisent. Donc c'est ça. Magnifique. Bon bah je sais pas si tu dois dire quelque chose après ça. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Franchement, beaucoup de choses ont été dites et je compléterai juste en disant c'est du temps, le temps qu'on passe avec les enfants, le temps qu'on passe à communiquer avec les enfants, à leur transmettre aussi ce que nous on fait, tu vois. Moi, je peux pas avoir de règles absolues. Je peux juste dire le témoignage que moi j'ai eu de ce que j'ai vu mon père faire. Parce que par rapport à nos enfants, on essaye. Mais là, aujourd'hui, ils sont jeunes, ils ont 10 ans, 8 ans et 4 ans. C'est que dans 20 ans ou 30 ans, on saura si ce qu'on a fait aujourd'hui est vraiment efficace. Peut-être que c'était nul, on saura, tu vois. Vrai, mais on sait vrai. pas, tu vois. Vraiment, on ne saura que dans quelques années. Donc, faut être humble par rapport à ça. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu mon père faire. Et moi, je suis content du résultat que j'ai aujourd'hui, même si j'ai eu des périodes un peu troubles qui font, mais aujourd'hui, le résultat est pas mal. Et donc, ce que je vois, c'est ce que eux ont fait. Et eux, voilà, un père qui est présent, tu vois, même s'il travaillait énormément, en tout cas une période de sa vie, il travaillait énormément, mais il a toujours été présent, il a toujours communiqué avec nous, une mère aussi qui n'a pas travaillé pour rester avec les enfants, tu vois, c'est des recettes quand même, qui font que, je confirme, tu vois, qui font que, parce que je vois des gens aujourd'hui, on dit, il y a souvent cette phrase là, sans repère. Tu n'as pas de repère parce que tu n'as pas de père. Voilà. Nous, notre famille, en tout cas, on ne pourra pas se plaindre de ça. Et je sais que ma construction aujourd'hui, on le voit dans des couples amis, on voit que l'homme qui a vécu sans père, on sent la difficulté dans la gestion du couple, tu vois, et dans la gestion des enfants. Et si tu n'as pas eu un père qui t'a donné l'exemple, eh bien, tu vas avoir cette difficulté. Donc, moi, je me dis, moi, mon rôle et son rôle à elle, c'est d'être un père présent qui va lui donner l'exemple. Et que le petit garçon se dira, voilà, être un homme, c'est ça. Être un homme, c'est pas rester sur la console pendant que ta femme est en train de travailler, parce que c'est des choses que je vois, tu vois. C'est pas, bah voilà, ne rien faire, être juste en train de commander, crier sur tout le monde, et ne pas toi-même être en train de soulever les choses. Tout à l'heure, on parlait de soulever les sièges et tout. C'est quelqu'un qui est vraiment au four et au moulin, véritablement, pour la réussite et l'épanouissement de sa famille. Une mère aussi, pour ceux qui lisent la Bible, je sais que ça c'est pour Angela, tu prends Proverbe 31, ben voilà, dans la Bible, il parle toujours de ça, de la femme qui travaille, qui gère sa maison, qui fait ses choses. Ben, si elle est comme ça, ses filles, c'est le référentiel qu'elles auront. Même si peut-être qu'après, elles se construiront en opposition ou pas, mais au moins, elles se diront, voilà, une femme, c'est ça. Et je sais ce que c'est qu'être une femme, et une femme qui, dans un foyer où moi j'ai été bien, voilà ce que la femme faisait. Donc, il faut qu'on soit des exemples. Première chose, qu'est-ce que nous on fait? Comment est-ce que nous on se développe
pour être à la hauteur de ce qu'il faut être pour nos enfants, c'est vraiment un gros travail. Parce qu'on sait ce que c'est, être un adulte, c'est un challenge, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et après, la transmission, c'est parler, prendre du temps avec les enfants. Là, nous, on a toujours eu, Angèle, elle dit, ça fait 11 ans qu'on est mariés. Donc on n'a jamais eu de période où on était tous les deux à 100% en travail, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'est mariés, moi j'étais étudiant. Donc elle travaillait à 100% et c'est moi qui étais à la maison. Donc quand l'enfant est né, bon là on a eu une période un peu où on était disponible, quoi, tu vois. Après, moi j'ai travaillé, elle a été à la maison parce qu'elle a enchaîné quand même des grossesses. Mais après c'est moi, là aujourd'hui je lance ma boîte. Même si je travaille beaucoup, j'ai plus de temps. Parfois, là la semaine dernière, j'ai eu un shooting, des trucs. J'ai pris les 3 enfants, ils étaient avec moi le mercredi, ils ont fait toute la journée avec moi, tu vois. Et ça, je vois que ça fait la différence parce que c'est là qu'on transmet notre éducation, nos valeurs. Moi, un truc qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais dans les veillées, parce que voilà, si on reprend la culture africaine, nous, où est-ce qu'on se connecte? On se connecte dans des veillées, dans les mariages, on va voir la famille, les rassemblements familiaux. Et je vois que les gens aujourd'hui, ils n'amènent plus leurs enfants dans ces choses-là. Moi, je regarde mon fils, il y a 10 ans, je me dis, bah, maintenant, même les veillées, je vais commencer à l'amener pour qu'il voit comment on vit, qu'il rencontre le tonton, il rencontre la tata, il rencontre, voilà, comment on pleure les morts chez nous, comment est-ce qu'on se soutient, on finance, comment est-ce qu'on cotise pour le décès de tel. Donc, il y a un gros travail à faire pour prendre les enfants avec nous, pour qu'ensuite, ils puissent retransmettre ces bonnes valeurs que nous, on a reçues. Parce que sinon, on va avoir des enfants, ça va être des monstres. Ils ne sauront pas du tout comment il faut vivre, enfin, comment nous, on vit, en tout cas. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire pour compléter. Pour compléter aussi, c'est surtout avoir une vision pour eux. Ouais. Parce que c'est encore des enfants. Donc, si tu n'as pas de vision, bah, en fait, tu l'éduques comme ça. Ouais. Mais si aujourd'hui, comme dit Tanguy, il dit, vous faites ce que vous voulez, vous allez aller à Harvard. Ah non, je ne veux pas aller à Harvard. Mais c'est quoi Harvard? Ah mais non, plein de choses. Mais en fait, c'est leur donner une vision en se disant, ok, si j'ai mis Harvard, qu'est-ce que je fais maintenant pour l'emmener à Harvard? Est-ce que le pays dans lequel je suis va favoriser cette ambiance-là pour l'emmener à Harvard? Non, bah, déménageons. Est-ce que l'école qui est ici aujourd'hui va la favoriser? Est-ce que ce que je lui fais, ce que je lui donne, ou ce que même nous on fait, ça va l'emmener à Harvard? Donc en fait, aujourd'hui, quand tu parles des fois à des parents, quelle est la vision pour ton enfant? Un an, il va choisir plus tard. Bah non, il est encore petit, il ne peut pas choisir. C'est maintenant que tu dois lui mettre une vision. Après qu'il soit, quand il va grandir et qu'il dise « je veux plus ça, mais je vais ça », ça va forcément se rapprocher de cette vision. Si tu mets une vision très basse, bah, il va être très bas. Si tu mets une vision très très haute, comme on dit, tu vises la lune, il va tomber dans les étoiles. Mais au moins, il sera en haut. Il ne va pas prendre le sable. Et c'est ça, en fait, c'est donner une vision à l'enfant. Même si au début, moi, je dis toujours merci à ma mère parce que je voulais être sage-femme. Et j'ai pas pu rentrer, j'ai raté le concours. Et ma mère, elle m'a dit, non, tu vas être infirmière. Je dis, je veux pas être infirmière, ça m'énerve, je vais pas être infirmière. Elle m'a dit, tu montes, tu descends, tu vas aller infirmière. Et aujourd'hui, j'ai dit, ouais, bah très bien, je vais être infirmière, mais tu verras dans des années, je vais changer. Vraiment, j'étais pas contente. Mais aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'en étant infirmière, ça m'a donné une porte de pouvoir être dans la direction de la crèche sans pour passer des diplômes. On m'a dit, t'es infirmière, viens tout de suite. Donc j'avais tout de suite fait un salaire de base qui était bien en fait, grâce à ce diplôme. Mais si ma mère m'avait dit, bon, fais comme tu veux. Non. Fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes. J'entends trop de parents dire ça. En fait, j'allais vraiment batailler en fait. Et aujourd'hui, j'ai dit, mais franchement, merci maman. Tu m'as obligée à aller là parce que t'avais une vision. Ma fille restera dans la santé quoi qu'il arrive. Et il y en a qui comprennent pas ça, mais ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Quand je vois, je travaille avec les filles que je manage. Je leur dis, mais les filles, si vous voulez aller là, donnez-vous les moyens. Allez faire des concours. Avancer dans vos diplômes, c'est pas normal. C'est normal que tu gagnes que ça, mais fonce. Mais ça, il y avait personne derrière pour leur dire ça. Donc pour moi, c'est important de donner une vision dès le départ à votre enfant. Qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il est petit encore. Il l'apprend. Et ensuite, après, quand il sera équilibré, il va changer. Alors, il y a plusieurs choses que vous avez encore ajoutées tous les deux, donc je voudrais revenir un petit peu en arrière. La première des choses, c'est par rapport à ce que Tanguy a dit tout à l'heure. Il a dit que vous ne travaillez pas tous les deux en même temps à temps plein. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, parce que moi, je sais que parmi les premiers, allez, on va dire,
de l'Afrique centrale qui sont arrivés en France, on leur donnait des métiers comme femme de chambre, comme les mamans rentraient épuisées. Donc en fait, personne n'avait le temps de s'occuper des enfants. Et au final, ces enfants s'occupaient d'eux-mêmes en fait. Chacun sont entre eux. Tu as parlé tout à l'heure du mot repère, ne pas avoir de repère, ne pas avoir de père. Pendant plusieurs générations, et malheureusement aujourd'hui on en souffre encore, il y a beaucoup de familles. D'abord, souvent il n'y a pas de père dans les foyers. On voit aux États-Unis à quel point c'est un fléau et à quel point c'est catastrophique pour la communauté quand il n'y a pas d'homme dans un foyer. Donc, c'est pas ce qu'à se questionner si c'est pas stratégique pour détruire une certaine communauté. Je dis ça, je ne sais rien. Du coup, ici en France, alors aux États-Unis on les met en prison. Ici en France ils sont pas en prison, mais où sont les pères finalement? Et très souvent en fait on se rend pas compte, mais quand un papa n'est pas là, une mère porte une charge toute seule, une charge mentale. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants plus, on s'arrête pas là, on fait 4, 5, 6 enfants. C'est une très très grosse charge mentale pour la maman. À un moment donné, elle aussi elle craque. Et finalement là-dedans, il peut aussi avoir pas mal de manquements. Aujourd'hui, peut-être que ce manque de présence éducatif et la présence des parents peut aussi faire partie finalement de tous ces échecs-là, qui font que finalement ces enfants-là, en fait, ils vivent dehors. Peut-être parce qu'à la maison, ça crie trop, parce que maman est aussi surchargée. Et tu as dit aussi quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant. Moi, j'avais regardé une étude sur ce qu'on appelle les mamans tigres. Les mamans tigres, c'est les femmes asiatiques. Dès qu'elles sont enceintes, on ne les voit plus. Et en fait, elles restent extrêmement longtemps à la maison avec leurs enfants. Elles sont le meilleur ami de l'enfant, elles sont le confident de l'enfant, c'est celle qui va l'accompagner au sport, celle qui va être tellement présente. Ça, quand vous avez dit tout à l'heure, c'est jamais tous les deux au même moment. Je me suis dit waouh, parce qu'une présence parentale comme ça, c'est une vraie sécurité, parce que la première sécurité de l'enfant, c'est la sécurité affective quand il naît. Et donc, tant cette sécurité, c'est comme si qu'elle est renforcée à chaque tranche d'âge qu'il a, à chaque période de sa vie qu'il traverse, il est renforcé. Et du coup, c'est quelque chose qui était à mon sens important en fait de le mettre en relief pour qu'on se dise, ah peut-être que chez nous, il y a peut-être quelque chose comme ça qui a manqué. Tu vois, quand tous les deux on est là, on travaille, cet enfant finalement qui est à côté de lui pour l'aider à se construire, est-ce que cette première sécurité là, est-ce que finalement il se sent en sécurité? C'est ça. Du coup, tout à l'heure on parlera un petit peu de la pyramide de Maslow, mais on va encore un petit peu avancer. Je vais relever ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à avoir une vision pour l'enfant. Très souvent, il y a des gens qui disent tu feras ce que tu veux, mais il y a des gens aussi qui ne disent rien. Il y a aussi des gens aussi qui lui donnent aussi un objectif. Mais je pense que finalement, le problème qui se pose, c'est que chez nous, où se situe l'enfance, où se situe l'âge adulte? Très souvent, en fait, on a l'impression que l'enfant est né, puis d'un coup, il devient grand. C'est pas trop ce qui se passe entre les deux. Et au final, il y a le fait que pendant qu'il est enfant, on lui donne pas suffisamment de conseils pour l'aider, comme ta maman elle a fait, finalement être à côté et conseiller. Et finalement, quand il arrive, on va dire 16-17 ans, on a un peu l'impression que c'est un grand, mais en fait, il n'est toujours pas un grand. D'accord? Si vous allez regarder un petit peu sur Internet, aujourd'hui, on vous dira que les sociologues estiment que l'adolescence commence à 8 ans et finirait vers 24-25 ans. Alors imaginez ce jeune garçon, cette jeune fille d'une vingtaine d'années, au final, elle est encore bouleversée entre les deux. Finalement, cet accompagnement, ce soutien, peut-être ce boost, ce coup de poing, ce coup de... Elle en avait finalement besoin. Et dans la communauté, je pense que c'est aussi quelque chose qui manque aussi souvent. Quand je discute avec certains jeunes, moi je travaille en foyer, protection de l'enfance, c'est quelque chose qui revient souvent à la surface, c'est ce manque de conseils. Elles disent souvent, j'ai l'impression qu'on attend de moi que je sache, mais en fait on m'a pas dit. Ouais, exactement. Voilà. Il y a un peu ce côté d'information où tu découvres, où tu prends les coups un peu au fur et à mesure, tandis que d'autres ont l'impression qu'ils sont un peu prévenus sur la vie. Voilà, exactement. Ils ont déjà préparé. Donc finalement, quand tu dis que tu as une vision pour eux, et que tu dis comment faire pour qu'ils y arrivent, le chemin est déjà déblayé. C'est ça, on essaie de maximum de déblayer, puis eux-mêmes, le fait de discuter, échanger, au moins on voit que soit ils sont prêts, soit ils sont pas prêts, voilà, ça peut freiner, ça peut avancer, ça peut même aller super rapidement, tout dépendra d'eux en fait, mais c'est échanger énormément avec l'enfant. Ok, alors on va passer à cette dernière question avant d'accueillir notre prochain invité. Alors, dans cette émission, on a choisi de se baser sur la pyramide des besoins selon le psychologue Abraham Maslow. On peut avoir plusieurs socles dans la vie, nous on a choisi celui-ci parce que la pyramide des besoins est un outil aujourd'hui dont on se sert dans plein de domaines. Le commerce s'en sert et même dans l'enfance aussi on peut s'en servir. Alors c'est quoi la pyramide de Maslow? Donc c'est une étude qu'il a fait pour dire qu'est-ce qui faisait qu'un homme ou une femme arrivait en fait au meilleur de sa capacité. Quelles sont les différentes étapes de sa vie dans toutes les études qu'il a faites? Et du coup, il définit 5 étapes. La première étape qui est juste en dessous, c'est le besoin physiologique. Le besoin de manger, boire, le besoin de relations, voilà. Ensuite, on parle du besoin de sécurité. Le besoin d'avoir un toit sur la tête, le besoin de se sentir défendu, le besoin de savoir que si je marche dehors, je suis en sécurité. Il y a le besoin qui vient par-dessus, le besoin d'appartenance, appartenir à un groupe,
avoir des amis, avoir des personnes qui ont la même mentalité que nous, des gens avec qui on peut échanger, les gens qui ont le même combat que nous. Par la suite, il y a le besoin qu'on appelle le besoin d'estime. C'est être considéré dans son individualité. C'est savoir que je suis quelqu'un qui a des capacités, qui a des compétences. Et à ce moment-là, en fait, on resserre déjà sur son individualité. Et enfin, quand on est ressenté dans son individualité, et ben là, en fait, on peut arriver en fait à son besoin d'accomplissement. Ça veut dire, je dirais, en fait, notre raison de vivre, en fait. Notre raison de vivre. Alors, cette pyramide de Maslow, est-ce que vous la connaissez? Du coup, qu'est-ce que ça vous évoque? Et si vous deviez l'appliquer aujourd'hui, peut-être que vous l'appliquez déjà dans ce que vous faites avec vos enfants, vous pensez que vous êtes à peu près à quelle étape? Peut-être que c'est dur. C'est dur. Très dur. Bon, alors non, alors il n'y a pas de bonne réponse parce que justement ce que moi j'ai compris de cette pyramide là, c'est qu'en fait on n'est pas à un puis un autre. Moi j'ai même l'impression que c'est un éternel recommencement. Qu'il y a eu une étape où je me dis ça y est, je suis arrivée à ça, puis d'un coup je me dis tiens, il faut encore que je recommence, encore que je recommence. Quand on est enfant et qu'on vit chez les parents, le besoin physiologique de sécurité il est réglé. Et quand finalement on est tout seul, hop, on recommence. On recommence. Et c'est vrai que, je vais donner un exemple, moi c'est des cas que j'ai beaucoup entendus dans les familles, il arrive que des enfants ne sachent pas qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont manger en fait. Même si on est dans une maison. Au final, quelque part, ce besoin, le premier besoin, l'enfant il y est encore. Est-ce que cet enfant qui n'est pas sûr qu'il va manger, comment est-ce qu'il va monter au-dessus? Comment est-ce qu'il peut se sentir en sécurité? Comment est-ce que... J'aime bien parfois faire le parallèle. J'ai fait ça un jour pour la journée des droits de l'enfant africain pour expliquer que au pays, un enfant qui se trouve dans la rue, il aura beaucoup de mal en fait à évoluer dans ces étapes-là pour finalement être utile après à la société. C'est pour ça du coup il va dévier, il va devenir un bandit. Parce que toutes ces étapes-là n'ont pas été comprises. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis en tout cas dans cette émission, ça peut être intéressant pour nous de nous dire si on devait utiliser cette base-là, comment est-ce qu'on pourrait le regarder aujourd'hui au regard peut-être pas forcément de vos enfants propres, mais au regard de la communauté par exemple. Où est-ce qu'on se situe? Moi j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le besoin d'appartenance, parce qu'aujourd'hui on constitue un groupe qui est en train de s'identifier l'un l'autre. Et que pendant très longtemps on était plutôt divisés. Mais de plus en plus certains se détachent pour être dans l'estime de soi et du coup davantage de se découvrir. Mais j'ai pas l'impression qu'on est encore dans l'accomplissement de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je sais pas, c'est difficile. La question est difficile. Je sais qu'en tout cas, c'est vrai que vivant en Occident, dans les situations dans lesquelles on est en général, la question de l'alimentation, elle se pose plus, tu vois. Là, surtout tous les besoins de base. Oui, voilà. Peut-être la génération de nos parents quand ils venaient d'arriver, peut-être. Mais nous, dans notre génération, normalement, non. Bon, peut-être l'appartenance, je pense. Oui. C'est vrai que nous, on a cette chance-là, quand même, d'avoir les clés un peu du pays, tu vois. Tout ce que je disais en début. Je pense que c'est votre force, peut-être. C'est ça. Notre génération, par rapport à la génération de nos parents, où eux, justement, ils étaient peut-être au début de la pyramide. Eux, ils étaient là, ils devaient se dire, bon, voilà, comment est-ce qu'on mange? On assure que nos enfants aient de quoi manger, de quoi aller à l'école, un toit, et même un toit. Parce qu'il y a toi et toi, oui, tu vois. Vrai. Il y a toi avoir un toit sur la tête, et il y a toi être dans un endroit qui est bien aéré, où tu es chauffé régulièrement, où t'as ta propre chambre, t'as pas des nuisibles chez toi. Enfin, tu vois, on sait que la génération de nos parents, c'est ça, c'est contre ça qu'ils se battaient, tu vois. Et donc, ils avaient leurs problématiques, et c'est une bonne chose que nous, on soit là où on est, avec ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Ça, c'est la première chose. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a cette différence-là, effectivement, d'être arrivé à un niveau où on sait que manger, c'est pas un problème. Je pense que nos enfants, ils ont jamais eu faim. Même nous, je crois qu'on connaît pas le mot vraiment avoir faim. Alors, tu vois. Alors, des fois, tu as la nourriture de la maison, mais quand par exemple un enfant fait l'étude à l'école, on ne lui donne pas un goûter. Finalement, on est un peu là-dedans aussi. Oui, mais t'as des goûters à l'école aujourd'hui. Pas toujours. Bah, à la maternelle, mais pas à l'école primaire. Si, nous, les enfants, en tout cas, quand ils vont à l'étude, ils ont... Ça dépend de ton école. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que, franchement, la question de l'alimentation, elle est réglée. Même, ils mangent du quinoa à l'école, les enfants, tu vois ce que je veux dire? Ils mangent, ils ont des plats véganes, ils ont des trucs... Franchement... Ça, c'est même plus un sujet pour moi. En tout cas, pour la majorité, je dis, parce que on va pas se mentir, il y a encore des gens qui sont en difficulté. Mais pour la majorité des enfants de notre génération, c'est pas un problème. Et même moi, ce que je constate, c'est plus, on est plus dans une génération où on a tendance à gâter les enfants. Tu vois, je me souviens être arrivé à des anniversaires et dire aux parents, arrêtez de leur acheter des jouets. Parce qu'ils ont des chambres qui sont remplies de jouets, comme si ça allait leur apporter quelque chose, tu vois. Ou justement, sont tous chacun dans leur chambre. En fait, tout ce que nous, on voyait chez les autres,
quand on était petits et qu'on leur reprochait en disant ouais mais ça les gâte, gâter au sens littéral, tu vois. Quand on dit que la viande elle est gâtée, ça veut dire qu'elle est pourrie. Et nos enfants, on est plus dans une situation où on commence à les gâter, à les surgâter, que dans une situation où ils vont manquer de quelque chose. Ça c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui. Maintenant après, qu'est-ce que nous on fait? Bah après, à côté de ça, c'est à nous d'être justement des accompagnés pour qu'ils puissent aller avoir suffisamment de confiance en soi, comme elle disait tout à l'heure, pour qu'ils puissent aller plus loin, aller dire à un enfant tu peux devenir président de la République. Nous, nos parents, ils disaient bah aie ton master, tu vois, aie un bon boulot, alors que nous on sait que le bon, voilà, et le bac, alors que aujourd'hui c'est même plus un sujet. Moi je me dis bon, a priori s'ils suivent les règles normales, ils vont tous avoir un boulot correct. Maintenant notre challenge c'est comment on fait pour qu'ils soient impactants, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aillent à la NASA? Comment on commence à rêver des trucs qui n'étaient pas... Et c'est en ça qu'on a évolué forcément dans la pyramide de Maslow. J'en suis convaincu. Mais moi, je pense qu'effectivement, on est dans l'appartenance. Parce que tu vois, avec tous ces... Par rapport à la communauté, tous ces groupes qui se lèvent en disant bah, notre avis compte. Nous sommes les Africains, notre avis compte. Donc on a besoin aussi d'appartenir à un groupe. Si tu es dans une ville où il n'y a que... des Caucasiens, bah ça tu vas chercher. Et là tu vas voir un Nord passer, toi t'es mon frère, tu vois. Et en tout cas les enfants, encore aujourd'hui, on a besoin d'être dans cette appartenance, de trouver un groupe, de chercher, il y a telle communauté qui est là, bah tiens on va créer une communauté. Et je pense qu'on est vraiment en ce moment dans cette ère. Sinon il n'y aurait pas eu tous ces groupes, il n'y aurait pas eu tout ça, tu vois. Et eux les enfants, quand ils vont grandir plus tard, ça sera peut-être autre chose. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans cette appartenance, s'affirmer que voilà, notre avis compte. Nous, les Africains, voilà, on ne vient pas de n'importe où, on a besoin de s'affirmer. Et une fois que ça sera... Bah, tout le monde acceptera, le monde entier acceptera ça, je pense que eux, plus tard, ça va être autre chose. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce sentiment d'appartenance, et on le voit, tu vois, nous on a un partenaire, nos filles, peut-être il faudrait le recevoir ici. On va faire la mise en relation. Il a entendu l'invitation. Ouais, il entendra, en tout cas j'en parlerai. Mais ils font nos filles édition, et donc dans nos filles édition, ils éditent des livres. Et il m'a dit, ce qui marche le mieux, c'est les livres pour enfants, afro, tu vois. Pourquoi ? Parce que justement, nous on a grandi avec des poupées qui ne nous ressemblaient pas, pour les filles, avec des dessins animés qui ne nous ressemblaient pas. Et quelqu'un qui a grandi en Afrique, il n'a pas eu cette problématique, parce que lui, il n'a pas grandi avec le fait d'être une minorité. Exactement. Nous, on a grandi dans un monde où on n'existait pas, tu vois. Et c'est là où tu as totalement raison, et ce qu'on ne veut pas pour nos enfants. Et ce qui fait que pour nos enfants, on fait en sorte qu'ils aient un minimum. L'idée, c'est pas qu'ils vivent dans un monde noir, ce sera pas possible. Mais qu'ils sachent que il y a des poupées noires qui sont belles, il y a des modèles. Ils aient des modèles aussi. Quand avec Eliki, Rosie, on faisait nos vidéos de pâtisserie ensemble, j'ai eu beaucoup de femmes dans la communauté qui disaient mais c'est la première fois qu'on voit une maman noire et un enfant noir faire de la pâtisserie ensemble. En plus de la pâtisserie, déjà c'est pas africain. Le faire ensemble et vous êtes des noirs et vous le faites et ensuite vous ramenez aussi, parce que je ramenais on avait fait quoi, un gâteau à la manioc, des gâteaux à base de manioc, tout comme ça. On ramenait un peu notre culture dans la pâtisserie, mais j'ai eu énormément, c'était pas en soi c'est facile à faire, c'était plutôt mais vous êtes beau, vous êtes un exemple. Et du coup aujourd'hui je me mets à la pâtisserie avec ma fille, les choses qu'elle pensait pas se faire ça, parce qu'elle se disait c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et pour moi je me dis mais le fait de se montrer, même quand on faisait nos vidéos de couple, on a eu beaucoup de retours. On voit souvent des couples qui se déchirent dans l'Afrique et tout, mais là vous êtes un couple, vous êtes unis, vous êtes notre exemple. Voilà, vous êtes un peu trop loin, notre exemple. Non, mais en fait c'est ça, on a besoin de cette appartenance, qu'on sorte, qu'on se montre, oui ça existe, on est là. Enfin, il y a beaucoup d'autres couples, on est là, on peut faire les choses, même ce que tu es en train de faire. Les gens doivent se dire mais non en fait, on est là. Et c'est ça en fait, on est en train de chercher cette appartenance là. Et demain je pense que eux les enfants, parce qu'on est en train de les inonder de ça, et ce sera plus un problème. Bien sûr. Eux, ils ont autre chose. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose que tu viens de relever qui est intéressant, c'est cette relation mère-fille. Dans le besoin d'appartenance, il n'y a pas que les amis et le groupe, il y a aussi la famille. Finalement, quelles sont les relations qu'on a avec nos parents ? Parce que quand les gens te voient avec ta fille, il y a ce côté où en fait on est un peu étonné, parce que l'image de la mère noire et de sa fille n'est pas une image qui est je dirais, similaire à l'image de la maman caucasienne à celle de sa fille. Maman caucasienne, sa fille, c'est meilleure amie. Maman afro et sa fille, on ne sait pas. Souvent rivales, en tout cas mauvaise entente.
mais rarement unis. Donc du coup, c'est quelque chose de très intéressant ce que tu dis, et moi j'aimerais revenir sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on peut acheter un livre à son enfant, mais est-ce qu'on le lit avec lui? Est-ce qu'on le pousse à le lire? Ce livre, il est posé où finalement? Parce que je pense que ça reste quelque chose qui est vrai dans notre communauté quand même. Quand on est étonné comme ça, effectivement on a souvent moi j'ai déjà vu autour de moi des personnes qui ah mais en tant qu'Africain vous faites ça, ah mais en tant qu'Africain, et en fait on a tellement cette image de l'Africain qui a souvent été cultivée aussi par l'Europe, un peu sauvage, mais du coup la division même au sein de la famille c'est quelque chose qui a été travaillé aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas c'est rare parce que du coup effectivement je peux comprendre ces réactions-là, parce qu'effectivement c'est un peu l'image qui est communiquée. On peut entendre des jeunes filles afro qui diront moi j'aurais aimé avoir une relation avec ma mère comme ma copine est là. Et souvent les mamans noires c'est ah non, moi je suis pas son amie. Faut qu'elle comprenne que je ne suis pas son amie. Donc finalement est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui peut aussi entrer finalement dans ces facteurs d'échec et qui n'est pas un facteur de réussite? Qu'est-ce que vous en pensez? La relation mère-fille, bon, moi j'ai eu cette chance où j'ai pas eu, voilà. Moi, j'ai deux mères, mes deux mères, je suis très proche avec elles. Deux mères, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, j'ai grandi justement. J'ai ma mère qui m'a fait naître et qui, dès petite, elle m'a envoyée justement en France chez sa sœur pour que je puisse grandir parce que vraiment, éviter l'échec scolaire, tout ça. Pour que je puisse grandir. Et du coup, mais j'ai toujours cette relation fusionnelle avec mes deux mamans. D'accord, autant celles qui étaient là-bas, celles qui étaient... Exactement. C'est intéressant, hein, parce que celles qui viennent ici, on n'a pas toujours un bon moyen de qui on ressort. Quand on va chez la tante, quand on t'a envoyé, c'est pas c'est vrai, ce que tu dis c'est juste, mais elle, ça n'a pas été ça. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai ma tante, justement, pour moi, c'est ma mère. Donc mes deux mères, elles le savent. Le fait que tu l'appelles comme ça, c'est ça. Pour moi, j'ai deux mères, j'ai deux pères. Et du coup, j'ai toujours cette relation-là. Elle a toujours été bienveillante avec moi, de petite jusqu'à maintenant, toujours bienveillante. Elle m'a jamais imposé de l'appeler maman. Elle m'a jamais imposé quoi que ce soit. C'est pas l'esclave de la maison. Jamais été l'esclave de la maison. C'est des histoires qu'on entend. Ah oui, jamais été esclave de la maman. Elle m'a toujours mis dans... tellement, quand je dis moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs parce que voilà, j'étais introduite dans la famille de ma tante. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, je suis l'aînée. Donc du coup, et là, je suis la troisième. En fait, j'ai toujours eu ça, mais ma mère, elle a toujours fait en sorte que ça soit pas mélangé dans ma tête, que ça soit... je suis toujours été bienveillante. Donc pour moi, cette relation avec ma mère... je me vois avec mes deux mères, exactement. Pour tes filles. Et ça m'a exactement. Et mon autre mère, pareil. Et mon autre mère, pareil. Elle a toujours été proche de moi. Toujours, mère, quand je tombe avec mes mères, on pense que c'est mes grandes sœurs. Voilà. Donc, du coup, pour moi, ça a été facile d'être comme ça avec mes filles. Ça, je dis souvent ça quand j'étais souvent à la maison avec eux. Je faisais des vidéos, je dis voilà, je suis avec mes gassures. Et on voit les gassures, on avait l'impression que c'était qui? Ben non, c'était mes enfants. Tellement, voilà, je rigole avec eux, voilà, on discute. Après, je peux comprendre des choses. Je peux pas leur dire, bien comme sûr. Eux aussi, arrivé à un moment, ils pourront pas trop me dire les choses et c'est normal, ça je respecte. Mais pour moi, voilà, c'est pour ça que ça m'a choquée quand elle me dit ah mais t'es proche de ton enfant, vous faites des choses ensemble. Pour moi, je me dis oui, en fait, j'ai été élevée comme ça, j'ai grandi comme ça. Enfin, je faisais mais c'est effectivement, c'est en faisant les vidéos et que les gens nous répondaient que je me suis rendu compte que c'était un conflit en fait entre ça, parce que même chez ma belle famille mes belles-sœurs sont très proches de leur mère, voilà, j'ai pas vu ça autour de moi en fait, du coup c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est un truc africain. Il faudrait, ça mériterait une étude véritable, tu vois, de voir ce qu'il en est dans toutes les cultures, parce que tu sais que nous, en fonction de ta tribu, en fonction de ton pays, t'as pas le même rapport à la famille. Parce que nous, tu vois l'exemple qu'elle te donne, elle, avec sa mère, et moi je peux parler de mon père. Je me souviens que quand j'étais petit, il y a une période qui est un peu compliquée avec tes parents, tu vois. Je sais pas si on peut parler de crise d'adolescence, mais t'as une période où voilà. Et je me souviens qu'un de mes oncles, et ça va être le deuxième aspect, il y a un de mes oncles m'a toujours dit, tu vas voir qu'il y a un moment, tu vas parler avec ton père comme ton ami. Tu vois, il m'avait dit ça, et je te dis, je devais avoir, peut-être j'étais ado, 15-16 ans peut-être. Et il me disait ça, et je comprenais pas. Et c'est vrai que après, quand moi je suis devenu mature, tu vois, eh bien aujourd'hui mon père c'est mon gars. Il n'y a même pas de sujet. C'est j'ai pas de problème avec des gens qui viennent me manipuler, parce que j'ai déjà mon père. Mon premier mentor c'est mon père, mon premier conseiller c'est mon père. Si j'ai quelque chose, même plus que mes frères, c'est pour te dire, hein, c'est vraiment, si j'ai besoin de quelque chose, j'allais voir mon père directement. Et cette relation là fait, et ça, bon, peut-être que lui il a grandi un peu comme elle, tu vois, c'est-à-dire élevé par quelqu'un d'autre. Et comme lui, il n'a pas eu son père, il s'est dit avec ses enfants, il va peut-être créer ça. Peut-être c'est ça, après, dans l'histoire de chacun, il y a peut-être des choses qui font que. Mais déjà, il y a ça, ce truc-là,
qui fait. Après, le deuxième aspect que j'évoque toujours, c'est le fait de grandir en clan. Tu vois, la société occidentale, elle est très famille nucléaire. C'est-à-dire le père, la mère, les frères, les sœurs, et même le chat et le chien viennent dans cette histoire. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on vit en clan. Elle est avec Di, ils sont 7 d'un de ses côtés et 5 de l'autre. Ça fait une douzaine de frères et sœurs. Je parle même pas des cousins et tout, tu vois. Mais donc, on est en clan. Et elle, on est toujours prêts, on habite tous à côté, pas très loin. Ce qui fait que les enfants, ils sont tout le temps chez leur grand-mère de son côté. Moi, la même, on est 7 frères et sœurs. Et chacun a des enfants, chacun. Donc on est aussi une grosse famille et on est des enfants, les petites sœurs gardent les enfants, tout ça. Et finalement, on s'éduque aussi comme ça. Il y a des choses que les enfants, je sais qu'ils ne me diront pas, ou peut-être qu'ils diront pas à leur mère, mais ma dernière petite sœur, son dernier petit frère qui a 19 ans, 20 ans, ma dernière petite sœur qui a 18 ans, peut-être ils seront plus proches d'elle pour lui dire les choses. Donc on grandit, je te dis, c'est mon oncle qui m'a dit que, ben, eux aussi c'est leur oncle, leur tante, surtout que chez nous, la sœur de ta mère, et je pense au Congo c'est la même chose, la sœur de ta mère tu l'appelles maman, les frères de ton père tu l'appelles papa. Donc c'était papa sur terre quoi, tu vois. Et ça fait qu'il y a ces relations là qui se créent entre... tu vois, d'identification. Moi je fais pas de foot, mon fils il aime le foot parce que ses petits frères sont dans le foot. C'est tout un magma. Et il faut garder ce truc là parce que ça permet de compenser les limites que nous on a en tant que parents, les trucs sur lesquels nous on n'est pas trop à l'aise à parler. Eh bien tu as la tante, l'oncle, le grand-père, la grand-mère, il y a tout un village, tu sais ce qu'on dit, il faut un village pour éduquer un enfant. Donc il y a tout un village, un cocon, un clan tout autour pour les accompagner. Et ça il faut, je pense que quand on est dans un milieu qui est assez bienveillant, parce que je sais qu'il y a des familles où c'est très compliqué, mais quand tu as la chance d'être dans une famille où c'est assez bienveillant, il ne faut pas se priver de ça, il faut même le cultiver pour que les enfants ils puissent grandir dans quelque chose où ils voient les valeurs, ils voient l'identité de la famille, la culture de la famille et ils bénéficient de toutes ces inspirations différentes. Bah écoutez, c'est super. Moi quand je l'entends, je vois vraiment qu'il y a une vision où on met l'enfant au centre, on met vraiment l'enfant devant nous et en fait on fait en sorte de construire les choses autour de lui. Tout à fait. Bah écoutez, c'est super, on va accueillir notre prochaine invitée. Merci. Qui va du coup nous parler de l'aspect un peu plus professionnel. C'est vrai qu'on s'est étendu sur pas mal de choses, mais je pense que ce qui est essentiel là-dedans en fait à retenir, puisque notre thème c'était en fait l'échec scolaire, je pense qu'on devait parler surtout des facteurs qui favorisent justement en fait la réussite. Je pense qu'il y en a pas mal qu'on peut relever là-dedans, dans ce que vous avez dit tous les deux, notamment la télé, notamment la présence du parent, le conseil du parent, le temps que le parent peut prendre aussi à échanger avec lui, un parent qui reste aussi à la maison, la présence d'un père, la présence d'une maman, le fait de faire des choses aussi ensemble, je pense que ça fait partie aussi des facteurs qui peuvent être aussi des facteurs de réussite. On va écouter un professionnel qui a du coup fait pas mal de recherches dedans et qui va du coup nous donner son point de vue sur l'échec scolaire dans la communauté noire et y a-t-il des facteurs qui favorisent la réussite? A tout de suite. Alors nous continuons donc sur ce sujet avec un nouvel invité du coup qui est du coup professionnel et qui va du coup nous parler des résultats de ses recherches parce que je pense que personne n'a la science infuse, mais si on peut recevoir d'une personne qui a été faire un travail que nous on n'a pas fait, alors pourquoi pas. Et c'est un petit peu le but de cette émission-là, de pouvoir partager des idées, échanger des réflexions et recevoir aussi des informations professionnelles. Nous vous écoutons. Je te laisse te présenter. Ok. Bon, moi je m'appelle Ango Olivier Daris et je suis le fondateur de Toutri. Après il y a beaucoup de collaborateurs qui m'ont rejoint. Vous avez vu un tout à l'heure. Bon, moi je suis... Qu'est-ce que c'est Toutri? Très bien. Bonne question. Qu'est-ce que nous faisons à Toutri? Aujourd'hui, ce que nous faisons est très simple. C'est que, vu que le thème c'est l'échec scolaire, lorsqu'un enfant a un échec scolaire, très souvent, on va chercher des solutions. Mais il y a souvent une étape qu'on élude, qui est pourquoi l'enfant a un échec scolaire? Quelle est l'origine de l'échec scolaire? Quelle est la cause de l'échec scolaire? Et puis ça, on le fait habituellement. C'est-à-dire que lorsqu'on est malade, on va chez le médecin. Tout à fait. Le médecin ne nous dit pas prenez du Doliprane. Le médecin va nous ausculter. Le médecin va nous faire passer des examens. En réalité, toute cette étape que le médecin fait, c'est de chercher la cause des symptômes. Parce que ce n'est que lorsqu'on a la cause des symptômes qu'on peut mettre en place le protocole pour la guérison. Tout à fait, un diagnostic. Et bizarrement, du côté de l'école, ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'un enfant sera en échec scolaire, il ne comprend pas les maths, il a des difficultés en maths, et très souvent, on va mettre du soutien scolaire.
Le soutien scolaire peut ne pas être la solution. Ah, c'est vrai. Si l'enfant manque de motivation, l'enfant n'est pas motivé. L'enfant ne comprend pas l'utilité de l'école. Si l'enfant est dyslexique, donc ça veut dire qu'il a une pathologie qui l'empêche de mieux assimiler, de comprendre les cours à l'école. Mais la personne du soutien scolaire va venir faire de l'aide au devoir. Donc il va revenir remettre une couche sur ce que l'école faisait déjà, mais on n'a pas cherché à comprendre le problème. Et à tout prix, ce que nous on fait, c'est que nous on a développé une solution avec tous les spécialistes qui tournent autour de l'enfant pour trouver d'abord le problème. Une fois qu'on a trouvé le problème, on a un logiciel qui va établir en fait un parcours de diagnostic. Dès que le parcours de diagnostic est fait, on sait que voici la cause du problème et ce n'est que là qu'on met le protocole en place. Donc c'est ce que nous on fait à tout. D'accord, très bien. Ok, bon, eh bien, entrons dans le vif du sujet alors, du coup, par rapport à notre sujet. Mais j'ai écouté vos échanges et il y a quelque chose de fondamental qui ressort de la globalité de votre échange en fait, avec les deux parents. C'est de parler de l'éducation en termes de besoins. Vous l'avez très bien expliqué. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une éducation globale, générale, pour ses enfants à la maison. Le plus important, il faut capter ce dont chaque enfant a besoin. C'est ça la règle. Et puis, ça appelle en fait une aptitude. Nous, en travaillant avec beaucoup de parents, on a constaté que beaucoup de parents ne l'ont pas. Mais pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'en réalité, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ce qui est fondamental dans l'éducation, ce n'est pas de dire à l'enfant ce qu'il faut faire. C'est de mettre le meilleur environnement à disposition de l'enfant. Mais pour mettre le meilleur environnement à disposition de l'enfant, ça veut dire qu'il faut d'abord observer suffisamment l'enfant. Et quand on parle de l'échec scolaire, il est très important. En fait, souvent, il y a une période que je sais, qui était très chère et qui est aussi très chère à une dame que j'aime bien lire, qui est Maria de Montessori. C'est qu'elle parle en fait des périodes sensibles. Je crois que ça va rejoindre un peu un aspect de l'éducation quand tu disais on va éduquer l'enfant, on ne va pas se dire l'éducation commence quand l'enfant est né. En réalité, l'éducation commence dans le ventre, quand l'enfant est encore dans le ventre. Donc ce qui se passe, c'est que pendant les périodes sensibles, qui sont vraiment juste après la naissance, l'enfant va brutalement rentrer dans un monde qui ne lui est pas familier. Parce qu'il faut voir que les conditions de vie que l'enfant a dans le ventre de sa maman seront totalement drastiquement différentes dès que l'enfant va sortir du ventre. Donc déjà, la température, ça ne sera pas pareil. Hein. C'est-à-dire que déjà, même on ne s'efforce pas souvent à essayer de garder la même température. Donc c'est souvent un enfant en fait, qui n'a pas souvent été objet de bruit, beaucoup de bruit sonore. Donc il sera déjà impacté aussi par ça. Mais comme cet enfant va finalement découvrir un autre monde, il va essayer d'acquérir les compétences qui feront en sorte qu'il puisse vivre dans ce monde. Et il va commencer à se nourrir de tout ce qu'il voit dans son environnement. Et c'est de ça que vous avez parlé. Vous avez beaucoup plus parlé en fait de l'environnement. Alors nous on a un modèle sur lequel on a travaillé avec beaucoup de spécialistes, où c'est un modèle orbital. C'est-à-dire que l'enfant au milieu, et puis ça, il y a des orbites autour. Et le premier orbite en fait va être l'orbite des environnements. Parce que l'orbite des environnements va éduquer l'enfant. Ce n'est même pas tant ce que